Dans la télé d'ici, nous abordons ce soir l'autisme, un trouble de développement neurologique qui a des impacts dans la vie en société pour ceux qui en souffrent. On va parler de l'autisme de fond en comble avec trois spécialistes. Miala Kefolo Touré, responsable du Centre d'action médico-psychosocial de l'enfant. Dr Abdourahmane Koulibaly, spécialiste de la médecine physique et la réadaptation. Et Dr Anna Bissouma, elle est pédopsychiatre, avec nos trois invités qui nous répondent gentiment ce soir. Nous évoquerons donc cette question qui touche bien de personnes. On essaiera aussi d'avoir un peu l'avis de la population sur la perception qu'elles ont, ces populations-là, sur l'autisme. Ce sera dans le cadre de l'avis d'ici. Un petit coup d'œil à l'actualité politique avec Pierre dans la loupe et l'INSEE qui, ce soir, nous partage aussi son kiff du jour. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte d'essentiel ce soir. En ce lundi, nous avons choisi de marquer une sorte de halte pour évoquer une question qui touche bien d'individus de la société ivoirienne, mais pas que, bien d'individus donc à travers le monde. C'est la question de l'autisme, qui est un trouble, on l'a dit, donc de développement neurologique. Miala Kefolo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Ivan. Alors là, j'ai donné la définition très profane. J'ai dit trouble du développement neurologique. Est-ce qu'elle est complète, cette définition, ou qu'est-ce qu'on devrait y rajouter? Oui, c'est pas une maladie, c'est un trouble développemental d'origine neurologique. D'accord. Qui perturbe trois domaines, sinon on va dire deux domaines, parce qu'on parle maintenant de la DIAD, c'est-à-dire les interactions sociales et la communication sociale. D'accord. Le comportement et les intérêts restreints, répétitifs et stéréotypés. Voilà. D'accord. Ce n'est pas une maladie. Non. C'est un trouble. Oui. D'accord. Vous allez peut-être développer dans quelques petits instants seulement. Juste le temps donc, de saluer la présence donc, de Dr Abdourahmane Koulibaly, qui est spécialiste de médecine physique et de réadaptation. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. La médecine physique, en quoi est-ce qu'elle diffère des autres médecines? La médecine physique et réadaptation, c'est la spécialité médicale, comme on l'a dit, médecine physique et réadaptation. Le côté médecine physique concerne la prise en charge des pathologies dans le cadre d'un traitement physique que les uns et les autres communément connaissent comme la kinésithérapie, l'orthophonie, l'appareillage orthopédie, ainsi de suite. Et le côté réadaptation qui intervient lorsque nous sommes en face d'un patient qui a besoin d'être réadapté dans la société, à la suite d'une amputation ou d'une pathologie quelconque qui va désadapter de son milieu. Il faut le réadapter et lui proposer une insertion socio-professionnelle le plus adéquate possible. Mais alors, question naturelle, quel est le lien avec l'autisme? Le lien avec l'autisme, puisque l'autisme est un handicap et la médecine physique et réadaptation s'occupe du handicap. D'accord. Bienvenue, merci d'être là. Oui. Merci également à Dr Anna Bissouma, vous êtes pédopsychiatre, vous vous occupez des enfants. C'est bien cela? Oui, et particulièrement d'enfants autistes. D'accord. Quelle est la particularité avec ces enfants? La particularité des enfants autistes, alors, comme ça a déjà été dit, c'est un trouble du développement d'origine neurologique. Et ces enfants, comme disait Madame Kefolo, c'est des enfants qui, en général, sont physiquement sans particularité, mais qui vont avoir cette difficulté à rentrer en contact avec les autres, à répondre quand on les appelle, notamment à répondre à l'appel de leur prénom. C'est des enfants qui ne vont pas comprendre la communication. Ils peuvent avoir de la parole, donc dire des choses qu'ils vont répéter de façon dite stéréotypée, un peu comme des perroquets, mais ils ne comprennent pas toujours quand on leur parle, ils ne savent pas répondre. Même ceux qui accèdent au langage
vont parfois avoir un langage un peu particulier, D'accord. pas très adapté. Et puis, c'est des enfants qui s'intéressent pas beaucoup à ce qui se passe autour d'eux, qui sont un peu enfermés, qui jouent seuls, qui vont se montrer agressifs quand ils comprennent pas leur environnement. Et ils ont on dit des particularités sensorielles. C'est des enfants qui, par exemple, ont des mouvements de battement des mains, qui se bouchent les oreilles quand ils entendent un certain bruit, ou qui vont taper un peu partout. Donc, c'est en gros des enfants assez particuliers. Mais qui ne sont pas malades. Alors, qui ne sont pas malades. C'est vrai que là, il y a une toute petite nuance, parce que l'autisme, pour l'OMS, l'autisme est classé parmi les maladies. D'accord. Voyez. Mais ce n'est pas une maladie dans le sens où on va guérir de l'autisme. On n'en guérit pas. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un trouble et c'est un handicap, parce que quelqu'un qui a de l'autisme, un enfant, ça commence dans l'enfance, en fait. On dit que le tableau de l'autisme est constitué à partir de 3 ans, au moment où le cerveau ne peut plus, a fini toute sa maturation, etc. Donc, quand à 3 ans, on pose le diagnostic d'autisme, la personne sera autiste toute sa vie. D'accord. Docteur Bissouma, merci d'être là. Bonsoir Lindsay. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Bonsoir. On va essayer on a promené notre caméra pour un peu mesurer la perception des Ivoiriens de l'autisme. On regarde et on revient juste derrière. C'est une personne qui souffre généralement d'un handicap psychomotrice. Voilà. C'est les enfants qui, dès le bas âge, qu'on ne détecte pas rapidement cet handicap. Et c'est plus tard, lorsqu'il grandit, il commence à répéter tout ce que les parents disent, tout ce que les autres disent, qu'on se rend compte que effectivement l'enfant a un problème. L'autiste, c'est une personne qui a toutes ses facultés, mais en retard. C'est une personne qui a des retards dans le raisonnement. Voilà, ça dit qu'il est différent des autres. Pas parce que cette personne n'est pas intelligente, mais parce que cette personne réagit un peu tardivement par rapport aux autres. C'est des personnes qui sont quand même normales, mais seulement que nous observons quelques comportements qui ne sont pas aussi justes vis-à-vis du comportement normal d'un être humain, comme on peut le dire. Alors, Miyala Kefolo, dans cet élément, on a entendu quelqu'un dire c'est des enfants qui souffrent de retard. Est-ce que c'est juste de le dire, de le penser? Bon, on va parler du retard du langage, comme du retard psychomoteur. Un enfant qui ne va pas vite marcher ou bien qui ne va pas vite faire les 4 pattes. D'accord. Bon, il y a un retard. D'accord. Du point de vue de l'intellect, est-ce que c'est des enfants qui sont en retard? Ou est-ce Ça qu'ils ont une dépend. façon de réfléchir différente de l'enfant ordinaire? Oui, oui. Et il y a une façon de... Il y a un retard. Voilà. D'accord. OK. Vous voulez réagir par rapport à cela? Oui, sur la je question du dirais retard? que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'autisme se caractérise par 3 grands signes. Les troubles de la communication, les troubles du comportement et les troubles des relations sociales. Ce sont ces éléments qui fondent l'identification de l'autisme, donc sur lesquels vont se baser la prise en charge. Les investigations et l'analyse de l'enfant autiste, en général, ne montrent pas qu'il y a un problème, je dirais, sur, par exemple, l'évolution de son cerveau. Il y a un problème par rapport aux connexions neurologiques qui se passent dans son cerveau. Où il y a les neurotransmetteurs qui, dans le cas de la perception, chez un homme normal, vous voyez, pour vous voir, je regarde et la transmission se fait dans mon cerveau et matérialise. Absolument. Chez les autismes, ces différents mécanismes de transmission neurologique sont perturbés. D'accord. Qu'il faut essayer d'aiguillonner et renforcer pour lui permettre d'avoir un confort. On va y arriver forcément. Docteur Bissouma, on a tendance à dire en Côte d'Ivoire, on n'a pas demandé à être autiste. En d'autres mots, c'est quoi les causes de l'autisme? Ça vient d'où? Bon, déjà, je me permets de faire une petite précision sur la question du retard, parce qu'il y a différents niveaux dans l'autisme, aussi bien dans les symptômes de l'autisme qu'au niveau intellectuel. Vous avez des autistes qui ont ce qu'on appelle un haut potentiel. Donc, ils sont très intelligents et il y a beaucoup de prix Nobel, en fait, pour lesquels ce diagnostic a été posé. D'accord. Vous avez des autistes qui parlent, il y en a qui ne parlent pas.
Oui. Il y a des autistes qui vont avoir un retard psychomoteur, effectivement. Il y a d'autres qui n'auront pas. Mais les particularités du fonctionnement du cerveau font que, en fait, comme dit Dr Koulibaly, ils ne perçoivent pas les choses et donc ils vont avoir du mal à rentrer dans les apprentissages. Parfois, ils arrivent à rattraper le retard. Et puis d'autres fois, quand on a une déficience intellectuelle associée, ils ne pourront pas rattraper. Enfin, ce sera très, très compliqué. D'accord. Donc, il faut catégoriser. Je reviens donc à ma question. Quelles sont les causes? Alors, les causes, aujourd'hui, c'est assez difficile de dire qu'il y a une cause de l'autisme. On dit que l'autisme est polyfactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui vont aboutir à l'autisme et parfois on ne trouve pas. D'accord. On a des causes génétiques. Du point de vue génétique, il y a plus de 200 gènes qui ont été identifiés comme pouvant entraîner de l'autisme. Et ce n'est pas des gènes qui sont toujours transmis du fait de l'hérédité, hein. Il y a des enfants qui, au moment de leur naissance, ont une mutation génétique et puis il y a de l'autisme qui se développe. D'accord. Il y a des causes environnementales, il y a des causes biologiques. Et donc, pour chaque enfant qui a de l'autisme, on va aller chercher. En fait, dans les pays qui ont les moyens, ils vont chercher qu'est-ce qui est à la base de l'autisme de cet enfant-là. Chez nous, on ne peut que constater qu'il y a de l'autisme et puis on va plus se concentrer sur essayer d'aider. Est-ce qu'on peut détecter, docteur, déjà dans le ventre de la mère? Non, non, c'est pas possible. Il n'y a aucun examen qui permet de savoir pendant la grossesse est-ce que l'enfant sera autiste ou non. D'accord. Par contre, quand ça existe dans la famille, on peut accompagner les parents pour qu'ils fassent un test génétique pour savoir si il y a un gène qui est porteur de... Il y a un gène qui a déjà été identifié comme entraînant de l'autisme pour savoir est-ce que justement il y a un risque que l'enfant qui va naître, on va dire à risque autistique. Parce que comme je disais au départ, si on s'en rend compte très tôt, une prise en charge intensive et précoce permet de limiter en fait l'évolution vers l'autisme. À partir de combien de temps après la grossesse on peut réaliser que l'enfant est en retard? Après la naissance. Ou autiste. C'est-à-dire que quand vous avez un bébé qui, autour de 4 mois, ne réagit pas quand on lui sourit, ne réagit pas à la voix de la maman, semble complètement enfermé, il ne suit pas du regard. Quand à 6 mois, il ne réagit pas ou il a du mal à se nourrir, ou bien alors 6, 7, 8 mois, vous avez le bébé qui est couché, qui ne pleure pas, qui est complètement muet, mais qui est éveillé et qui ne réagit pas. Quand à 9 mois, vous l'appelez, il ne tourne pas la tête, ou bien il est intéressé par exemple, par les lumières. Il est intéressé par la musique, mais il ne réagit pas à la voix humaine. Il commence à avoir un certain nombre de gestes un peu particuliers. Là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter. L'INSEE. Qu'est-ce que la psychopédagogie que vous pratiquez donc, dans votre centre? Alors, la psychopédagogie que nous pratiquons, c'est une pédagogie, on va dire, qui est adaptée. Parce que chaque enfant est un cas différent. Les cas ne se ressemblent pas. Donc, on va faire de la psychopédagogie, on va faire une prise en charge individuelle adaptée avec les enfants. Donc, on va dire que le projet de Jean, ce n'est pas le projet de Pierre, ce n'est pas le projet de Paul. Donc, c'est vraiment catégorisé en fonction de la réactivité de l'enfant. Mais quelles sont les activités que l'on peut retrouver concernant les enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour développer certaines fonctions ou pour les éveiller davantage? Alors, on va parler des activités d'éveil, des activités de simulation, des activités de chant, activités langagères, contes, des activités vraiment pour vraiment stimuler l'enfant. Voilà. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des résultats assez positifs? Oui, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que le gros problème, c'est que quand on diagnostique un enfant autiste, tout de suite, le parent va vous dire « mon enfant ne parle pas, je veux qu'il parle ». Alors qu'il y a il y a vraiment des gros problèmes qui sont là. C'est un enfant qui n'est pas autonome, c'est un enfant qui n'est pas sociable. Il y a pas mal de facteurs qui sont là. Et moi, je pense que ce sont des facteurs qui vont conduire à la communication. Mais malheureusement, beaucoup de parents sont axés sur... Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas la communication. Je veux que mon enfant parle. Est-ce que vous avez déjà reçu certains enfants qui, au cours de plusieurs années, se sont mis à parler ou se sont mis où vraiment un enfant autiste ne pourra jamais s'exprimer de sa vie comme... pas normalement, je ne veux pas utiliser ce terme-là, mais ne pourra jamais s'exprimer... Ça dépend. Ça dépend. On a des enfants qui sont, comme Dr Bismol a dit, on a des autistes non-verbaux.
on a des autistes verbaux, mais ça dépend de l'enfant que vous avez en face de vous. Et comme elle a si bien dit, la prise en charge, plus elle est précoce, mieux c'est. Mais malheureusement, on va dire qu'ici, à partir des 5-6 ans, bon, c'est maintenant que les parents vont venir vers vous. Oui, on a essayé ça, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Ça ne marche pas. Bon, et est-ce que ça coûte cher? Oui, ça coûte cher la prise en charge puisqu'elle est pluridisciplinaire. Il y a beaucoup de professionnels qui rentrent en jeu et malheureusement, on n'a pas tous ces professionnels-là ici en Côte d'Ivoire. À part vos 3 corps de métier, qu'est-ce qu'il y a comme professionnels encore qui rentrent encore dans la prise en charge? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Pour une prise en charge d'enfants avec autisme, d'abord, quand vous faites le diagnostic de l'autisme, il faut s'assurer qu'il n'y a pas ce qu'on appelle des comorbidités. Il n'y a pas de maladie associée. Donc, il faut voir le neurologue pour voir s'il n'y a pas, par exemple, une épilepsie associée, s'il n'y a pas d'autres troubles qui sont associés. Ensuite, quand vous clarifiez le diagnostic, vous allez aller chercher quel est le niveau de compréhension de la communication. Parce que pour qu'un enfant parle, il faut qu'il comprenne. Ensuite, il faut que les mots sortent. Et donc, quand les enfants ne comprennent pas quand on parle, vous faites du langage, même s'ils rentrent dedans, c'est comme des perroquets. Hein. En fait, eux, ils ne parlent pas ce langage-là. Voilà, ils ne comprennent pas, vous voyez. Donc, il va falloir adjoindre l'orthophoniste pour travailler sur le langage. Et souvent, ce n'est pas le langage vraiment qu'on cherche à travailler, c'est la communication. La capacité à comprendre d'abord. Parce que quand il comprend, après, il peut rentrer dans des échanges. Mais un enfant qui ne regarde pas, un enfant qui n'imite pas, un enfant qui n'a pas ce qu'on appelle d'appétence, c'est-à-dire que quand vous êtes devant lui, ça ne lui dit absolument rien. Un enfant qui n'a pas d'imitation, il n'imite pas les gestes, il n'imite pas les sons. Un enfant qui n'a pas acquis ce qu'on appelle le tour de rôle, c'est-à-dire à toi, à moi, chacun à son tour, etc. Vous ne pouvez pas le faire rentrer dans le langage. Vous ne pouvez pas le faire rentrer dans le langage. Donc, un enfant même qui n'est pas capable de se reconnaître dans le miroir, il ne va pas parler. Donc, il va falloir l'orthophoniste, il faut des éducateurs spécialisés, il faut des personnes qui sont formées à la pédagogie, donc soit des éducateurs préscolaires ou bien des enseignants pour travailler justement la capacité à apprendre. Il faut donc le pédopsychiatre qui en général coordonne toutes ces actions. Il faut un psychomotricien ou un kiné parce que parfois, vous voyez, les enfants quand ils s'asseyent en W. Et donc, ça modifie, ça modifie la structuration du corps. Ou bien, ils marchent sans poser les pieds. Donc, ils marchent sur la pointe des pieds. Donc, il faut un rééducateur, justement, pour apprendre à l'enfant à se tenir. Alors, moi, j'ai une question. J'ai entendu parler tout à l'heure de 3 ans. C'est-à-dire que les symptômes sont apparents jusqu'à 3 ans, dans cet intervalle, on va dire. Ça commence très tôt. Ça dépend des enfants. Au-delà de 3 ans, est-ce qu'on est à l'abri? C'est ça ma question. Oui, voilà, justement. Alors, après 3 ans... Si les signes ne se sont pas manifestés, on va dire oui, il n'y aura plus de raison. Mais parfois, ça dépend de la tolérance du milieu, en fait. Vous avez des enfants chez lesquels, ou des personnes chez lesquelles on pose le diagnostic à 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont eu un autisme assez léger. Les parents ont trouvé des stratégies d'adaptation, l'école a été plus ou moins possible, etc. Mais socialement, la personne ne s'insère pas. Et quand on relit l'histoire avec cette personne, on se rend compte que c'était de l'autisme qui n'a jamais été diagnostiqué. Parce qu'il y a 3 niveaux de sévérité. Quand vous avez quelqu'un qui a un autisme léger, en fait, il peut aller à l'école, etc. Mais on vous dira, moi, il est bizarre un peu, il joue toujours dans son coin, il est autiste. Donc, il y a vraiment le problème du diagnostic à la base, quoi. Est-ce que nos personnels de santé sont outillés, du coup, pour déceler cela? Alors là, pas du tout. Dans ce cas de figure. Alors, c'est très, très, très compliqué. Parce que, vous savez, chez nous, on a acquis culturellement l'idée que les garçons se développent en retard. Donc, vous avez souvent les mamans qui vont aller... Les femmes sont plus précoces. Les filles sont plus précoces que les garçons. L'autisme touche scientifiquement dans le monde plus les garçons que les filles. Pourquoi? Alors, pourquoi? Grande question. Docteur Globali, peut-être. Avant de répondre à la question, je voulais revenir un peu sur la prise en charge concernant le personnel médical. Il faut dire que la prise en charge des autistes est assez particulière, comme elle l'a expliqué. Donc, au niveau du personnel médical, donc on nous voyait dans les sphères du 3e niveau, par exemple, au niveau tertiaire, il y a quand même des personnes. Le problème, c'est comme c'est une situation de handicap, il y a tout un plan de travail, de communication et de formation à faire là-dessus pour mettre à niveau
l'ensemble du personnel pour la prise en D'accord. charge. C'est ce qu'il fait. Ok. Voilà. Maintenant, concernant... Pourquoi plus de garçons que de filles? Ça n'a jamais été prouvé, malheureusement. C'est Ok. le constat scientifique qui ont démontré. Enfin, vous voulez dire, on n'a pas trouvé d'explication? D'explication. Ok. On dit Mais sinon, c'est avéré, il y a plus de garçons pour une fille. D'accord. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. De façon globale, scientifiquement, sur l'autisme, toutes les réponses n'ont pas encore été trouvées. C'est vrai qu'on avance, par exemple, des questions génétiques, des questions neurologiques, un peu qu'on a parlé du cerveau, mais bon, c'est pas encore, malheureusement, tout n'est pas encore très, très clair sur cette D'accord. question. À vous entendre, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question qui a un rapport avec une série à succès, c'est Prison Break, où l'acteur principal, Michael Scofield, j'ai cru entendre dans le premier épisode qu'il souffrait d'une inhibition de basse latence. En gros, on disait qu'il est atteint d'un mal. Quand il n'a pas de chance, il devient fou. Quand il a beaucoup de chance, il devient un génie. En gros, voilà. Donc, je me demandais si ce n'était pas une autre forme d'autisme ou je ne sais pas. Parce que vous avez cité des prix Nobel et tout. Oui, j'ai raté cet épisode-là. C'est le premier épisode, le tout premier, de la première saison. Mais vous voyez, quand on voit la capacité qu'a cette personne de mémoriser les plans et de les ressortir, etc., on peut se demander vraiment, est-ce que ce n'est pas quelqu'un qui a, en tout cas, des traits autistiques, parce que c'est une particularité du fonctionnement. Il y a des autistes qui retiennent, il suffit de voir une chose, il voit une fois ce plateau, il est capable de vous le redessiner, il n'a pas besoin de voir deux fois. Donc, c'est les particularités de la perception qui font que, bon, on a des choses qui sont variables, quoi. Est-ce que l'autiste, il a, par exemple, des facultés qui sont beaucoup plus développées que l'individu normal? Moi, je parlerais par Parce qu'il est prouvé que quand on est concentré sur un domaine bien précis, on est beaucoup plus efficace que celui qui est sur plusieurs choses à la fois. Donc, je ne sais pas, je pose la question. Non. Ça dépend toujours de la sévérité des troubles. D'accord, ok. Du type, on va dire. Du type. Ok. Ça dépend aussi du fonctionnement neurologique de la personne. D'accord. Vous avez des autistes, comme disait un peu Dr Koulibaly, il y a un retard dans la transmission de l'information. Donc, au niveau cérébral, j'aime bien l'image qui passe là, des neurones, là. Vous avez des autistes chez lesquels il y a comme une accumulation à certains endroits du cerveau des neurones. Et donc, c'est hyper réactif. Ils entendent même les choses qui viennent de loin. Ils ont la capacité de percevoir des choses que ceux qui sont autour ne sentent pas. Moi, j'ai une maman une fois qui me disait que son fils s'est mis à s'agiter. Elle ne comprenait pas, il touchait comme il est non-verbal, il touchait les effets de son oncle, en fait. Il voulait sortir, elle savait qu'il y avait quelque chose en lien avec son frère à elle, mais elle ne comprenait pas qu'est-ce que son fils voulait. Et bien, quand son frère est rentré, à l'heure à laquelle son fils a commencé à s'agiter, il avait été victime d'une agression. D'accord. Voilà. Ah, donc il a senti... Il a senti, et ça fait partie des critères d'évaluation, en fait, dans les outils qu'on utilise. Est-ce qu'ils perçoivent des choses que les gens ne perçoivent pas? Ce qu'on appelle vulgairement le fameux sixième sens? Sixième sens, exactement. Voilà, vous avez un enfant autiste qui peut entendre une porte en train de se fermer très très loin. Et il réagit tout de suite, mais à un son que vous ne percevez pas. C'est assez étrange, j'ai l'impression que c'est assez paradoxal parce qu'ils développent donc des facultés que nous n'avons pas, mais en même temps, ils n'ont pas forcément peut-être le même langage que nous aussi. Et ils n'ont pas les mêmes facultés. En fait, les autistes, on dit que nous, là, voilà, nous sommes des neurotypiques. Voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire des gens qui ont un fonctionnement neurologique typique, normal. Et ils sont conventionnel. Conventionnel, voilà. Et eux, ils ont ces particularités-là qui font que... mais la proportion d'autistes qui ont ces facultés élevées, là, elle est faible par rapport à ceux qui ont plus un handicap, en fait, cognitif associé à l'autisme, et donc ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. D'accord. C'est très intéressant ce qu'on dit. Ce sont des sujets de tous les jours qui ne sont malheureusement pas largement évoqués. On est plutôt, hélas, malheureusement, peut-être absorbé par d'autres sujets plutôt liés à la politique. Donc on va s'incliner devant justement cette pratique. C'est la loupe de Pierre qui a choisi donc de nous parler d'un sujet totalement barbare, la politique. On marque une pause, jingle et on revient juste derrière. Encore ces politiciens. Alors avant de commencer cette chronique, je voudrais rendre un hommage. Un hommage à ceux qui, la semaine dernière, ont posé des vraies questions pleines de sens. Monsieur le directeur exécutif du RHGP, ma question est la suivante. Au fait, on a constaté que certains partis politiques qui étaient membres du RHGP ont quitté le RHGP, mais jusqu'à aujourd'hui, le RHGP continue d'utiliser leur logo. Quelle analyse ou que pouvez-nous dire sur cette situation? Oui, monsieur Big Togo, une réponse. On attend de vous une réponse et on peut même vous rafraîchir la mémoire.
pouvez me citer les partis? Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. PDCI, le logo du PDCI. Il y a l'UDPCI qui a quitté le RHGP. Et leur logo figure toujours sur le logo du RHGP. Des questions pleines de sens pour des réponses qui vont finalement dans tous les sens. Ce sont des partis qui se sont... Je pense que quand on parlait du PDCI, vous voyez, tous ceux qui sont assis là, c'est les députés PDCI, maires PDCI, qui sont RHDP. Anciennement PDCI, RHDP. Mais M. Bictogo, l'institution PDCI, c'est retiré. Non, ne brouillez pas un peu les cartes. Non, on ne brouille pas les cartes. Ouais. Une institution, M. Famoussa, c'est l'ancien directeur de cabinet de Mabri, du DPCI. Les institutions, M. Bictogo, pas les cadres, les institutions. Alors, je voudrais rendre un hommage à ceux qui ont conservé les journaux de 2015 et qui n'ont pas oublié de célébrer le premier anniversaire de la ligne de métro. Coucou Anyama Port-Boué, la VAR vous salue. On voudrait aussi prendre des nouvelles des uns et des autres parce que le week-end a été particulièrement brutal. Je demande que vraiment le coup KO soit un coup KO qui va faire exploser la tête des autres. Quand ils vont bouger d'arriver, on les a libérés. On les a libérés. On les a libérés. Limés. 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 Ils ne peuvent plus se lever. Mais peut-être qu'il faut garder espoir parce que finalement, la solidarité, eh bien, ça existe encore. C'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Pour faire la... Ils ne sont pas un grand parti comme le RHDP. Bon, on va demander au ministre des Finances de leur donner crédit. Mais alors ça, ce n'est pas l'objet de la loupe du jour. Aujourd'hui, on va parler de cette campagne qui finalement est assez particulière et peut-être qu'en finissant, on n'y comprendra eh bien toujours rien. Cette année, certains vont voter pour la première fois, certains n'ont pas encore l'âge de voter mais s'intéressent et sont en droit de s'intéresser à la politique. Alors qu'est-ce qu'on leur dit? Alors on avait 4 candidats validés par le Conseil constitutionnel, 2 candidats qui appellent officiellement au boycott d'une élection dont ils ne se retirent toujours pas et dont l'un a vu son domicile incendié ce week-end. Il n'en reste donc que 2 qui décident d'aller jusqu'au bout. Mais pour ces 2-là, est-ce qu'il y a réellement un enjeu finalement? Le candidat indépendant face au président sortant, David contre Goliath. Et dans les rues, ça donne ça, une campagne à sens unique. Dans les meetings également, la machine médiatique et financière semble monstrueuse pour le candidat indépendant. Pour que le candidat indépendant puisse tenir la distance, un candidat qui a dévoilé les lignes de son programme à travers un discours, mais un programme que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, sur aucun autre support. Un candidat indépendant qui n'est jamais mentionné par le président sortant dans aucune de ses sorties médiatiques, alors qu'il a été retenu parmi 44 candidats et dont on finit par se poser finalement la question de la légitimité. Et finalement, le président sortant semble bien le seul candidat à participer à cette campagne électorale. Merci Pierre pour cette loupe. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges consacrés ce soir à l'autisme, croyances, fatalité et espoir avec nos 3 invités. Vivez l'autisme ce soir dans la télé d'ici avec Miala Kiefolo-Touré, responsable du Centre d'action médico-psychosocial de l'enfant, Dr Abdourahmane Koulibaly. Il est spécialiste médecine physique et réadaptation et Dr Anna Bissouma, pédopsychiatre. Donc avec nos 3 gentils invités, on essaie donc de comprendre un peu les causes. Alors sur les causes, on ne sait pas, on ne peut pas le dire avec précision. On ne sait pas non plus pourquoi... Il y a plus de garçons touchés que de filles, on ne peut pas le dire. Il y a beaucoup de recherches à travers le monde, mais les résultats ne sont pas assez précis que ça. Très bien. Est-ce qu'on peut l'éviter au moins? Éviter l'autisme? Oui. Non. Pour l'éviter, il faut savoir déjà ce qui provoque. Alors, c'est compliqué. Voilà. En fait, si on doit parler d'éviter l'autisme, en fait, on va dire, quand vous avez un enfant chez lequel le diagnostic d'autisme a été posé et qu'après vous en avez un autre, il faut faire attention au 2e. D'accord. Parce non, au que 3e, vous voulez dire?
Troisième. Non, vous en avez un chez lequel le diagnostic a été posé. Il faut faire attention à ceux qui viennent après. D'accord. Parce qu'en fait, les enfants apprennent justement par imitation. Et ce qui se passe souvent, c'est que ceux qui naissent, qui viennent après, en fait, ils copient un peu les comportements du plus grand qui est autiste, en fait. Ils copient à force d'observer ou Oui, bien D'accord. sûr. Pas génétiquement. Non, pas génétiquement. D'accord. C'est-à-dire qu'on apprend par imitation. OK. On a au niveau du cerveau des neurones qui s'appellent des neurones miroirs. C'est-à-dire que quand je vous vois en train de faire quelque chose, instinctivement, je copie en fait. D'accord. Et on se développe par imitation, on apprend à parler parce qu'on nous parle, on apprend certains gestes parce qu'on les a vus chez ceux qui sont autour de nous. Donc le plus petit va très souvent copier en fait le plus grand dans ses particularités de fonctionnement. Faudrait-il les séparer alors? Non, il faut juste être vigilant. D'accord. Mais alors, si je reste sur votre argumentaire, si je peux le dire ainsi, les centres spécialisés, c'est pas une bonne idée du tout, puisqu'ils sont tous autistes finalement, et donc ils vont se copier, enfin... Non. C'est pas ça aussi. Ah. C'est qu'en fait... Heureusement. C'est qu'en fait, dans les centres spécialisés, il y en a plusieurs. Au niveau du public, justement, je n'ai peut-être pas parlé, mais on a ouvert un centre spécialisé au niveau du public qui s'appelle le centre Marguerite Bonlé, où on ne prend en charge que les enfants avec autisme. Pour copier, il faut s'intéresser à l'autre. Oui, mais bon. Et vu qu'en fait, ils ne s'intéressent Vu qu'ils ne s'intéressent pas, qu'à eux-mêmes. Ils s'intéressent qu'à eux-mêmes. Donc, on va mettre en place des soins adaptés pour essayer de les faire progresser. Et quand ils commencent à s'intéresser un peu aux autres, à l'environnement, on adapte, on ajuste au fur et à mesure la prise en charge. Mais s'il n'y a pas de centre spécialisé, il y a très peu de gens qui peuvent accueillir ces enfants particuliers-là. Docteur Koulibaly? Oui, je voulais intervenir sur la prise en charge en général du handicap. Comme vous l'avez dit, on parle de prise en charge de manière inclusive, c'est-à-dire dans la société de l'individu. Mais il faut savoir que dans les sociétés, le niveau d'évolution des pays ne permet pas d'aller forcément vers cette vision. Les centres ont leur rôle de prise en charge de ces enfants. Et vous ont dit tantôt qu'il y a plusieurs degrés de sévérité. Quelqu'un qui a un degré plus grave de sévérité aura du mal à intégrer un système inclusif. Quelqu'un qui a un degré de sévérité un peu plus léger, après un passage dans un centre où il aurait eu certaines acquisitions, pourrait intégrer un système inclusif et évoluer normalement. Donc, c'est deux systèmes qui se complètent, qui méritent d'exister et de cohabiter. Très bien. Tout à fait. Je voulais juste revenir, moi, sur la prise en charge. Comment est-ce que les familles qui ont peu de moyens, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, ça coûte cher, peuvent faire? Parce que est-ce que l'enfant est condamné? Enfin, comment ça se passe? Bon, c'est la vraie question. Ça, c'est vraiment une grande question. Nous, on a ouvert au niveau, grâce justement avec l'accord du ministère de la Santé, puisqu'on a un établissement public, on a ouvert une structure publique où la prise en charge est vraiment à moindre coût. Mais Dans quel ordre? 20 000 francs par mois. OK. Mais on a une liste d'attente longue comme... Donc il manque aussi peut-être quelques... Il manque des lieux qui permettent de rendre accessible cette prise en charge à la population. Je parle d'un établissement public. Si vous avez tout le monde est fonctionnaire, donc déjà, la question du coût, parce que dans un établissement privé, il va falloir payer chaque individu et par heure. Dans un établissement public, on est payé pour le mois. Juste là, on est fonctionnaire, on est comme vous l'avez dit. fonctionnaire, voilà. Mais que ce soit au niveau du public ou du privé, il n'y a pas suffisamment de lieux de prise en charge. Il n'y a pas suffisamment de professionnels formés à la question de l'autisme. Parce que pour prendre en charge un autiste, il faut déjà aller chercher comment il fonctionne. Absolument. Parce que, faut savoir ce que c'est. Il faut savoir ce que c'est. D'accord. Il faut savoir cet enfant-là, à quel niveau il en est pour telle et telle problématique, et construire, comme a dit Mme Kifolo, c'est au cas par cas. Combien de personnes sont touchées par ce trouble dans le monde? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, non. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. On n'a pas de chiffres. On ne peut pas savoir. Dans le monde, on considère que c'est 1 sur 150. C'est à peu près 1 sur 150 enfants, à peu près 1 à 2% de la population, etc. Mais on n'a pas de chiffres en Côte d'Ivoire. D'accord. Est-ce que c'est tabou dans la société? Oui, moi je dirais. Pourquoi? Comment on peut démystifier un petit peu, je pense, ce trouble? C'est un casse-tête chinois, hein, parce que avant que les parents ne viennent vous voir, ils sont passés vraiment dans plein de
de coins. L'itinéraire chaotique, c'est chaotique. Voilà, c'est très chaotique. Ils sont passés par quel coin, par exemple? Par exemple, moi, la dernière fois que j'ai reçu une patiente, elle m'a dit qu'elle a fait toutes ses économies. Elle est partie au Burkina, elle est partie au Mali. J'imagine qu'elle allait voir des guérisseurs traditionnels. Oui, voilà. Elle est partie Pourquoi? au Niger. Parce qu'on dit que c'est les enfants serpents. Bon, on dit que c'est génie, bon. Donc, elle faisait le tout, mais finalement, elle s'est rendue compte que c'était pas ça. Son argent est fini, elle n'avait plus. C'était un enfant qui était déjà suivi. Donc, elle est revenue, l'enfant est devenu adolescent. Là, ça devient encore, la prise en charge devient encore plus compliquée. Parce que, comme je le disais, ça sera une prise en charge vraiment individuelle, parce qu'il n'a même pas... les bases. Il n'a aucune notion, vraiment, il n'a aucune perdre, notion. en fait. Quand vous arrêtez la prise en charge, ils peuvent perdre ce qu'ils ont acquis. OK. Oui. En termes d'itinéraire, par exemple, on a fait une thèse de médecine dans notre service. Cette thèse montre que, en premier, les parents vont chez le pédiatre, puisqu'il ne parle pas, il est un peu bizarre. Après, ils vont chez l'ORL. Ou après, ils vont chez le marabout ou chez c'est toujours mystico-religieux, soit le marabout, le guérisseur, le pasteur, le prêtre, etc. Après, ils vont chez l'orthophoniste. Après, ça dépend des circuits. Ils vont peut-être voir simplement dans les centres d'éducation. Ils vont faire ça, mais ils ne vont arriver dans des structures de santé spécialisées. Et encore, il n'y a pas beaucoup de structures spécialisées pour avoir un diagnostic formel et des indications en dernière intention. Et pourquoi? Méconnaissance, manque d'information, c'est culturel. Un enfant qui ne parle pas... Vous savez, chez nous, en Afrique, en Côte d'Ivoire, un enfant qui ne parle pas n'est pas humain, n'est pas vécu comme étant une personne. Donc, il ne parle pas, on va chercher à savoir est-ce que c'est pas, comme elle a dit, c'est pas un génie, c'est pas un sort, c'est pas un envoûtement, etc. C'est pas normal. Est-ce que c'est pas même une punition divine qui fait que l'enfant est dans cet état, etc. Donc, ils vont passer beaucoup de temps en séance de désenvoûtement, en séance de désenvoûtement. Désenvoûtement, prière, etc. Le docteur Busman parle de désenvoûtement. Les églises, bon, j'ai reçu... un enfant comme ça, on l'envoyait dans un camp de prière, il était enchaîné. Enchaîné? Oui. Et il avait une gamelle. J'ai dit à la mère si elle pouvait faire des photos. Elle a fait des photos. Bon, j'ai dû faire un rapport. On a déposé où on devait déposer. Vous voulez au secours du gamin, voilà. bien sûr. L'enfant a été récupéré. Totalement inhumain. Donc, voilà, c'est clair. C'est compliqué. C'est pourquoi, avant de commencer une prise en charge, il faut faire une guidance parentale. C'est-à-dire qu'il faut que les parents adhèrent. Parce que ce sont vous avez touché le mot-clé, les parents. Oui, les parents sont les premiers acteurs de la prise en charge. Que faut-il faire? Quand on est parent, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, c'est déjà difficile. Vous voyez, ça touche beaucoup les garçons. C'est important d'avoir un garçon parce qu'il va porter le nom. La maman n'a pas été capable de faire un bon enfant. Elle a fait un truc un peu... C'est ce qu'on va dire, oui. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Et les mamans souffrent beaucoup. Oui. On a beaucoup de dépression maternelle, beaucoup de stress maternel, parce qu'elles ne peuvent rien faire. Et en plus, il y a beaucoup de mamans qui arrêtent de vivre. Oui. Et surtout dans les foyers polygamiques, la mère, elle porte le chapeau tout de suite. Voilà. Elle ne sait pas faire des enfants. Elle ne sait pas faire des enfants, donc elle est mise de côté. Même dans un foyer monogamique. C'est une incidence sur le couple? C'est une incidence sur le couple. On a beaucoup de abandons de couple. Il y a des abandons de couple, il y a des séparations. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Beaucoup de sensibilisation. On revient comme sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. La sensibilisation, en parler, expliquer aux gens. Expliquer ce que c'est pas la faute de la maman. C'est pas la faute de la maman, que ça peut se prendre en charge. C'est vrai que la prise en charge repose essentiellement, et ça les parents doivent l'entendre, que ça repose essentiellement sur eux. Parce que souvent ils prennent l'enfant, ils le déposent dans un centre. Vous vous débrouillez dans le centre à faire des choses et à la maison, ils ne font pas grand-chose. Tout à fait. Donc, il y a la guidance parentale. Est-ce qu'à la maison, ils savent ce qu'ils doivent faire? Et justement, là aussi, il faut de la formation. Sur 10 mamans, vous en trouvez 1 ou 2 qui sont compétentes dans le sens où elles essaient de faire, elles essaient de comprendre et puis elles y arrivent. Voilà. Parce que dès l'instant où vous arrivez à comprendre l'enfant et que l'enfant arrive à se faire comprendre, la vie devient un peu plus facile. Donc, il y a la question de la formation, de l'accompagnement des parents, et c'est accompagnement à tous les niveaux, en commençant par un accompagnement psychologique. Or, on est dans un contexte où, quand on parle de psy,
On a peur tout de suite. C'est tabou. Voilà. Ça dépend de lequel. Les deux, c'est valable? Psychologue, psychiatre? Oui, c'est valable, oui. Même les deux, bien sûr. On évite, quoi, on a peur. Oui, tout à fait. D'accord. Mais quand vous parlez d'aller voir le psychiatre, on vous dit est-ce que tu es fou? Quand quelqu'un énonce l'idée de est-ce que ton enfant là n'est pas... Oh, pardon, enlève ça sur lui. Ouais. Voilà. Donc on est dans un contexte qui est particulier. C'est pour ça que la sensibilisation est importante, la formation, et il faut qu'on arrive à quelque chose où, justement, là je vais le dire, il faut un accompagnement des médias pour en parler. Ouais. Parce que si on en parle une fois dans l'année, à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme, et cette année, ça n'a même pas eu lieu. Et cette année, on n'a pas pu le faire à cause de la situation sanitaire. D'accord. Ouais. Il y a un point que vous ne touchez peut-être pas, mais c'est peut-être le point noir de ce tableau, pas si blanc que ça, d'ailleurs, mais c'est que certains parents mettent fin au jour de leurs enfants. Ça, c'est le cas extrême. On peut en parler, il n'y a pas de tabou. Non, il n'y a pas de tabou. Pas de tabou, oui. Moi j'ai reçu des moments... On l'envoie au village, c'est comme ça qu'on dit. Non, on l'envoie au village pour quelque chose, il ne revient plus. On m'a dit d'envoyer l'enfant chez la grand-mère, je n'ai pas voulu. Et l'enfant ne revient plus. Voilà, donc l'enfant, je préfère endosser, je préfère regarder, enfin, avoir le regard des autres sur moi, parce que le regard des autres tue. Le regard des autres tue, ça fait que les parents ne font pas sortir leur enfant. Ils ont peur de faire sortir l'enfant parce que l'enfant va aller dans un supermarché, il va te taper une crise. Tout le monde va se mettre à regarder. Oui, l'enfant, il est mal élevé. Alors que l'enfant, il n'est pas mal élevé. Il ne parle pas. Il veut exprimer son besoin. Il ne peut pas exprimer son besoin. Donc, sa manière d'exprimer, il va faire sa crise. C'est cela. Donc, comme je le disais si bien, c'est la formation des parents. La formation des parents, c'est très bien. La responsabilité ne revient pas qu'aux enfants, elle revient aussi aux parents, au premier chef. Très bien. On va marquer une pause, messieurs, dames. On revient dans quelques instants pour la suite de nos échanges. Ce sera l'avant-dernier virage de cette télé d'ici consacrée ce soir à la situation de l'autisme ou des autistes en Côte d'Ivoire. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Du lundi au vendredi, dès 18h40, on parle de la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Ce soir, on a choisi de parler d'autisme. Peut-être pas un sujet certes pas gai, mais il y a quand même lieu d'espérer. Oui, tout à fait. Vous le dites à l'unisson, c'est la bonne nouvelle. Oui, tout à fait, parce que le manque de sensibilisation, vraiment, est très grave. Parce que c'est la journée seulement, c'est-à-dire le 2 avril, et puis point barre. On n'en parle plus, on n'en parle pas. Je rappelle que nous ne sommes pas le 2 avril aujourd'hui. Voilà. Et cette année, il n'y en a pas eu. Ouais. Donc, ça fait que, bon, c'est sûr, il faut communiquer sur les réseaux, il faut communiquer sur... à travers les réseaux sociaux. D'accord, il faut sensibiliser. Sensibiliser, la sensibilisation, rien que la sensibilisation. D'accord. Docteur Koulibaly? Oui, je dirais que moi, j'ai espoir, je le dirais. C'est la problématique du autisme touche du doigt le problème des personnes en situation de handicap de manière générale. Donc, parler de sensibilisation aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Et il faut dire qu'il y a des bases qui existent. Il y a quelques années, ces centres dirigés par mes collègues n'existaient pratiquement pas. C'est vrai que c'est des volontés privées plus ou moins qui accompagnent, mais avec un certain nombre, lorsque nous allons passer dans les perspectives, je vais vous parler par exemple de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la Côte d'Ivoire depuis le 14 janvier 2014, je crois. Excusez-moi, je vais voir pour mémoire. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. 2014, le 10 janvier 2014. Pas ce soir. Le 10 janvier 2014, qui a été ratifié par la Côte d'Ivoire, c'est ce document, c'est un recueil d'actions recommandé par les Nations Unies, qui est une convention qui demande, qui montre au pays les actions à mener pour une prise en charge holistique du handicap, tant dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi et dans tous les secteurs. D'accord. Donc, la Côte d'Ivoire est outillée pour pouvoir s'organiser
et améliorer la situation des personnes en situation de handicap et par ricochet des autistes. Et comme on l'a dit, faire beaucoup de sensibilisation, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui. Et là, je remercie NCI pour cette belle initiative et que ça continue à force de parler et d'en parler. Et je pense que cela va créer le déclic pour que les gens comprennent que c'est une frange de la population qui a besoin d'une prise en charge particulière. Cela ne peut pas se faire dans un système collectif, comme on veut le voir, parce que ça se noie dans le cadre d'une santé collective, d'une action sociale collective. Il faut réfléchir à quelque chose de spécifique, bien élaboré. Alors, des centres comme le vôtre, il y en a combien dans le pays? Centres spécialisés? La page blanche, non? Oui, pas plus de... 5 ans. Non, en fait, il y a différents types de structures. C'est-à-dire qu'il y a les centres qui ont été créés par des associations, des ONG, comme le centre de Madame Kiefolo. Là, il y en a, je crois, il y en a moins de 10, en tout cas à peu près, notamment sur Abidjan. Il y en a un à Yamoussoukro. Et puis Bassam aussi, il y en a un à Bassam. Maintenant, au niveau public, en fait, il y a les centres d'éducation spécialisés qui dépendent du ministère de la Protection de l'Enfant. Et là, c'est vraiment des structures sociales, voilà, où ils peuvent avoir de la prise en charge. Mais globalement, ça ne répond pas aux besoins de la population. Et moi, j'ai envie de dire que je suis très optimiste sur cette question parce que, de plus en plus, au niveau du public, dans les centres d'éducation spécialisés, on a eu à faire l'année dernière la formation en fait des professionnels, notamment de ce secteur-là, de la santé, de l'éducation, des affaires sociales, grâce au soutien d'une fondation, je peux dire son nom? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, grâce au soutien de la fondation Orange, on a pu faire la formation de professionnels de ces différents secteurs. Donc, dans les centres d'éducation spécialisés, et même de 13 centres d'éducation spécialisés, dont certains venaient de l'intérieur du pays. Donc, il y a des professionnels là-bas qui peuvent mettre en place des actions. Grâce au soutien de la Fondation Orange, on va bientôt rentrer en collaboration avec toutes les structures qui existent, privées ou publiques en fait, qui existent. On va rentrer, grâce au soutien de la Fondation et de l'OMS, parce que on a pu faire rentrer dans le plan d'action de l'OMS la nécessité de travailler sur une stratégie nationale en matière d'autisme. Et la Fondation Orange va accompagner ces actions-là. Et je pense que, peut-être pas cette année, l'année prochaine, les années qui viennent, si on collabore, on travaille tous ensemble vraiment comme ça, on va pouvoir arriver à quelque chose. Et je suis optimiste parce que aussi, dans la réalité des faits, au niveau de mon centre, on a obtenu des résultats intéressants avec des enfants. Il y a des enfants qu'on a... Résultats scolaires? Pas du tout. En termes de développement, en termes de socialisation. C'est-à-dire qu'on a pu faire passer des enfants d'un autisme sévère à un autisme léger. Et donc, du coup, ils sont sortis du centre, ils sont en scolarisation normale. Donc, vous le voyez, il est un peu bizarre, mais au moins, il n'est plus dans une institution. Absolument. Et on a pu faire passer des enfants du statut de non-verbal à verbal. D'accord. Donc, même si c'est 1 ou 2 en passant, ça donne de l'espoir et on se dit que le ministre de la Santé, le docteur Akawele, s'est engagé à mener des actions, à soutenir les actions en matière d'autisme. Donc, on peut espérer que, si on parle de politique, on passe, voilà, et que, bon, voilà, on peut espérer justement que le gouvernement, via le ministère de la Santé, continue de s'engager pour que le maximum de la population, ceux qui ont des moyens, puissent aller vers des institutions privées et ceux qui n'ont pas de moyens vers des institutions publiques, mais que globalement, la population, en fonction de ses besoins et de son niveau, etc., puisse avoir les soins et les enfants puissent être aidés. Voilà. C'est très bien. Après ce discours, on va arriver à vous tout à l'heure. Je pense qu'après votre discours, le ministre n'a pas d'autre choix que de poursuivre ce qu'il a... Oui, voilà. Je pense que c'était le but visé aussi. C'est ça. Rappeler au ministre qui s'est engagé pour la cause de l'autisme. Comme disent les jeunes, c'est kiffant. Enfin non, pour parler du kiff du jour. De l'INSEE qui a un lien avec ce que vous venez de dire, vous allez voir. On marque une pause. C'est le kiff du jour de l'INSEE, juste après le jingle. C'est un kiff du jour rempli d'espoir, justement. Je vous parle musique, je vous parle show, je vous parle spectacle et je vous montre que la différence n'est pas un frein, bien au contraire, avec Darius Guébré, qui est un jeune garçon âgé de 16 ans. Et il a été l'un des tout premiers jeunes artistes atteints du spectre de l'autisme à monter sur scène dans le cadre des Enfoiriens Juniors. Le spectacle réunit 11 enfants âgés de 10 à 18 ans. Ils viennent tous des quartiers d'Abidjan. Et Darius, donc il est passionné de musique, il vit à Abidjan, mais il est né à Los
Los Angeles. C'est l'une des raisons pour laquelle il parle anglais. On regarde les images. I was singing. Okay. I was a little boy, I was singing. Okay. I am a big boy, I am still singing. I do love music. I play the musical instrument, the piano. Donc voilà, c'était durant les entraînements pour les Enfoiriens juniors. C'est à l'Institut français d'Abidjan. Et cette aventure donc, a permis à Darius d'apprendre et surtout de renforcer ses connaissances sur des concepts difficiles car abstraits comme le respect de l'autre, la gestion du temps, la gestion de l'espace, le partage. Et pour lui, ça a été un véritable processus d'intégration. D'accord. Voilà. Merci Lindsay pour ce kiff du jour. Il faut peut-être plus d'événements comme ça aussi. Absolument. Merci Lindsay pour ce kiff du jour. Juste une question pour 30 secondes de réponse, messieurs, dames. La thématique, c'est croyance, fatalité, espoir. Parlant de l'autisme, retenez lequel des vocables et pourquoi. Mais vraiment 15 secondes chacun. Espoir. Espoir. Très bien. J'aurais dû... Non, non. J'aurais dû faire ça. Allez, on marque une pause sur cette note d'espoir, justement. Juste derrière, on sera rejoint sur la scène de la télé d'ici, de l'orchestre résident, la T-Band, qui nous offrira 2 titres, Zao, Je te promets, et Loco, Supporté. On marque une pause et à la pub, on revient juste derrière. Ce sera tout pour la télé d'ici dédiée ce soir donc à la question de l'autisme, une question à prendre donc avec beaucoup de sérieux, une question qui mérite aussi que les autorités sanitaires se penchent. C'est un peu en substance le message de nos 3 invités qui nous ont fait la gentillesse ce soir de répondre à notre invitation. Miala Kefolo Touré, responsable du Centre d'action médico-psychosocial de l'enfant. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Dr Abdourahmane Koulibaly, spécialiste de médecine physique et réadaptation. Merci à Dr Anna Bissouma, elle est pédopsychiatre. Merci à l'INSEE, merci à Pierre, merci également au chaleureux public qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de l'orchestre résident, la T-Band. On se retrouve demain, d'ici là, take care. Tout ceci sans que tu me le dises, mais je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas, et je ne pourrais te fuir même si tout nous sépare. Ce que je te promets, c'est un nouveau départ. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle et qu'apparaisse en plein jour dans le ciel un milliard d'étoiles pour que je fasse un vœu sans que mon soleil se voile, pour qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. Mais je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas, et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Je ne pourrais te fuir même si
tout nous sépare, tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Et j'aimerais me cacher sous tes paupières pour que tu puisses me voir quand tu fais tes prières. Et j'aimerais les casser, toutes ces lumières, celles qui t'empêchent de voir un peu plus clair. Je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Je ne pourrais te vivre même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Je ne pourrais te fuir même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. Merci. Baby, je t'aimerai de toutes mes forces, bébé, même dans la vie d'après. Jusqu'à la mort, I will never love you any less. Il y aura des hauts et des bas qui vont nous secouer. Mais lorsqu'on dit qu'on s'aime, on n'a qu'à supporter. Supporter, supporter, supporter. En amour, il faut supporter. Supporter, supporter, supporter. En amour, il faut supporter. Baby, if I'm dreaming, don't wake me up. Cause really what feels about you. To love, moi je reconnais. Je ne suis pas parfait, mais tu me connais. Je suis prêt à tout. I know if I'm foolish, I'm crazy.
Daphné, Andy, Enoch, Kevin, Geoffroy et Vivien qui célébrait, je crois, 1 an hier, c'est ça? Happy birthday. La T-Band, merci de l'applaudir. Good job. Bravo.